Bonjour, est-ce un nouveau Maïdan auquel on assiste, non plus cette fois en Ukraine, mais en Géorgie, 10 ans après les événements qui avaient précipité la rupture d'une partie de l'Europe avec la Russie? Une nouvelle fois, un peuple est sommé de choisir par ses dirigeants et de renoncer à son avenir européen au profit de Moscou. Un projet qui ne passe pas. On verra pourquoi tout au long de cette émission avec Tornike Gordadze, ancien ministre géorgien, professeur à Sciences Po Paris et chercheur à l'Institut Jacques Delors. Mais revenons-en d'abord aux raisons de la colère. Depuis début avril, une partie des Géorgiens descendent en masse dans les rues. Florent Rodeau nous explique pourquoi. C'est le symbole d'une Géorgie sous tension, aujourd'hui à la croisée des chemins. Coup de poing, jet de livres, au sein du Parlement à Tbilissi, une violente bagarre éclate. D'un côté, les députés favorables à la loi sur l'influence étrangère, copier-coller d'une loi russe adoptée ce mardi. Chère jeunesse, rien ni personne ne peut arrêter le développement de notre pays. Désormais, les ONG ne pourront plus être financées à plus de 20% par l'étranger, un moyen détourné pour le gouvernement pro-russe de limiter la liberté d'expression. Face à lui, les anti-minoritaires au Parlement. Je tiens à saluer les dizaines de milliers de citoyens géorgiens libres, honorables et patriotes qui, ces derniers jours, ont défendu sans relâche et dans un but commun, l'indépendance de la Géorgie, le choix national de la Géorgie et l'avenir européen de la Géorgie. Des députés pro-européens qui peuvent compter sur le soutien des manifestants à l'extérieur, mobilisés depuis un mois, malgré la répression policière. C'est une loi imposée par la Russie qui nous empêchera de rejoindre l'Union européenne. La seule chose que nous puissions faire actuellement, c'est protester et nous assurer qu'à long terme, ils ne gagneront pas. Ces Géorgiens en ont bien conscience. Le moment est historique pour l'ancienne République soviétique du Caucase, en train de s'éloigner de l'Union européenne, à laquelle elle est officiellement candidate depuis décembre 2023. Tornike Gordadze, ces manifestations ont pris une ampleur historique. Oui, c'est du jamais vu. J'observe la vie politique géorgienne depuis l'indépendance et on n'a jamais vu autant de monde se mobiliser et de façon aussi continue. Des dizaines de milliers, parfois le nombre de manifestants dépasse 100 000 personnes pour un petit pays de 3,5 millions d'habitants, pour une ville de Tbilissi qui compte 1 million d'habitants. Il s'agit vraiment d'une mobilisation très massive. C'est parce qu'une partie des Géorgiens voit à travers cette loi leur rêve européen s'envoler. Et cette partie, c'est la majorité des Géorgiens. C'est-à-dire que cette loi est en totale contradiction avec les aspirations de ce pays de rejoindre l'Union européenne. Ça a été dit à Bruxelles, ça a été dit dans les capitales des principaux pays membres de l'Union européenne. Et le gouvernement géorgien, en connaissance de cause, a pris cette décision. Et donc, on peut penser qu'ils sont en train de saboter consciemment cet avenir européen du pays. En connaissance de cause, vous l'avez dit, le Parlement géorgien a voté déjà 3 fois pour ce texte. La présidente Salomé Zourabichvili va, elle, opposer son veto. Écoutez ce qu'elle disait au début du mois sur notre antenne. Derrière ce veto, ce n'est pas simplement un geste politique, c'est toute la population qui est dans la rue aujourd'hui, qui dénonce cette loi, qui refuse cette loi parce que c'est un décalque de la loi Poutine. C'est une façon de lutter contre les organisations non gouvernementales qui sont dans ce pays. Et c'est une façon de dénoncer aussi le soutien qu'ont apporté toutes les organisations internationales européennes et américaines à l'indépendance de ce pays, aux institutions de ce pays, depuis son indépendance. L'enjeu, ce n'est plus simplement cette loi, c'est est-ce que la Géorgie prend un tournant à cause du parti qui est au pouvoir, un tournant vers la Russie, ou est-ce que la Géorgie tient son cap? Tornike Gordadze, ce veto annoncé de la présidente géorgienne, c'est essentiellement symbolique. Ça n'empêchera pas la loi d'être appliquée. C'est symbolique parce que le veto peut être dépassé par la majorité simple des députés, mais elle a une importance dans la mesure où elle permet de gagner un peu plus de temps pour la communauté internationale et notamment pour les leaders européens qui auront une fenêtre de tir où ils pourraient augmenter leur pression sur le gouvernement géorgien et de lui faire changer d'avis, par exemple. Par des sanctions ? Par la menace des sanctions, par exemple, mais il s'agit encore une fois des sanctions ciblées, des sanctions personnelles,
L'Union européenne ne va pas introduire des sanctions contre le peuple géorgien parce qu'on a beaucoup parlé d'une possibilité de revenir sur la libre circulation que la Géorgie a obtenue il y a quelques années, donc circulation sans visa, après l'accord d'association. Non, l'Union européenne ne va pas punir un peuple qui est 80-85% favorable à l'adhésion de leur pays à l'Union européenne, mais va bien choisir les auteurs de cette loi, certains membres du Parlement, certains hauts fonctionnaires qui sont responsables dans les répressions, puisqu'il s'agit des répressions très violentes, organisées de façon ciblée contre les activistes et contre les membres de différentes ONG. La présidente Salomé Zourabichvili, qu'on vient d'entendre, est en conflit avec le parti au pouvoir, Rêve géorgien, un parti qui a pourtant contribué à la faire élire. Oui, en 2018, Salomé Zourabichvili était soutenue par le parti et aussi par son leader informel, Bidzina Ivanishvili. Mais depuis quelque temps... Il faut expliquer qui est Bidzina Ivanishvili, on y reviendra, mais en gros, c'est un milliardaire qui a déjà été Premier ministre et qui dirige président honoraire du parti Rêve géorgien. Mais qui officiellement s'est retiré de la vie politique, mais qui est le véritable chef du parti, et non seulement du parti, mais celui qui dirige l'État géorgien de façon informelle. Et donc il a contribué à l'élection de Salomé Zourabichvili. Il a contribué à l'élection de Salomé Zourabichvili, justement parce qu'à l'époque, Ivanishvili pensait que l'objectif, c'était de jouer un double jeu, de montrer aux Européens qu'il ne voulait pas rompre avec cette tendance lourde de la politique géorgienne qui est le rapprochement avec l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, Salomé Zourabichvili, ancienne diplomate française, franco-géorgienne de nationalité, était le bon profil pour donner des gages aux Européens. Pour donner des gages aux Européens, mais ce qui se passait en parallèle, c'était à la fois la présidence de la République a été vidée de son sens. Madame Zourabichvili a très peu de moyens d'influencer les décisions du Parlement. Son veto peut être très facilement surmonté. Et en parallèle, le régime continuait son rapprochement avec la Russie. La Russie est devenue le premier partenaire économique de la Géorgie récemment, alors qu'il y a quelques années, le pays a eu la guerre avec la Russie. Et la Russie occupe 20% du territoire géorgien, les régions d'Abkhazie et de Ossétie du Sud. Il n'y a pas de relation diplomatique entre la Géorgie et la Russie, mais la Russie devient extrêmement influente en Géorgie grâce à la politique de ce gouvernement. Mais ces manifestations, elles ne sont pas prêtes de s'arrêter, Régis Janté, à Tbilissi pour France 24. Cela fait plus d'un mois maintenant que ces jeunes Géorgiens, et moins jeunes aussi, sont dans la rue, parfois par dizaines de milliers, et c'est vraiment très étonnant. Un slogan s'est imposé, non à la loi russe, qui veut dire non à cette loi qui va obliger les organisations de la société civile, mais aussi les médias, qui reçoivent plus de 20% de leur budget, à se dire agents de l'étranger, ce qui est un titre stigmatisant et va leur faire perdre tout poids dans la société et dans le développement de la démocratie géorgienne. Et d'un autre côté, non à la loi russe, ça veut dire aussi non à l'autoritarisme russe, au style de gouvernance autoritaire, voire dictatoriale de la Russie. Et ça, c'est vraiment très important, d'autant que pour ces gens, ils ont compris la semaine passée, par exemple, que le gouvernement était prêt à employer ces méthodes. Il y a eu des passages à tabac, il y a eu des centaines de notes d'appels téléphoniques pour menacer les gens, et de cela, ils ne veulent vraiment pas. C'est vraiment une manifestation de gens déterminés qui savent très bien ce qui les attend le jour où cette loi sera imposée. Tornike Gordadze, des élections législatives sont prévues le 26 octobre prochain. Tout pourrait changer à partir de là. On pourrait imaginer la loi abrogée. Justement, l'enjeu de l'adoption de cette loi et ce forcing que le gouvernement emploie, c'est que les élections de 26 octobre ne se passent pas dans les conditions démocratiques. S'il n'y a plus d'ONG, s'il n'y a plus de presse et de médias libres, qui va observer ces élections? Qui va signaler des éventuels manquements aux règles démocratiques, des violations des procédures? Donc c'est aussi dans ce contexte que le gouvernement veut imposer cette loi pour que les élections ne soient pas démocratiques. Les dernières élections en Géorgie, depuis 2016, se passe de plus en plus mal. L'Union européenne, l'OSCE critiquent ces élections, mais sans aller toutefois ne pas reconnaître le résultat, comme ça a été le cas dans le cas de la Russie et dans le cas de la Biélorussie. En Géorgie, les partis de l'opposition ont le droit de se présenter aux élections, mais il n'y a pas de conditions d'équité entre les joueurs, entre les compétiteurs. Le parti au pouvoir dépense 90% de toutes les dépenses opéré par tous les partis politiques pendant la campagne électorale. C'est juste pour un chiffre qui illustre bien que la compétition n'est pas juste et équitable. Alors, mais au fait, pourquoi la Géorgie, ce pays d'à peine 4 millions d'habitants, a-t-il pris une telle importance stratégique, Maya Anaïs Yatagan ?
La Géorgie est coincée entre la Turquie au sud, mais surtout la Russie au nord, qui considère que la Géorgie fait partie de sa zone d'influence depuis la fin du XVIIIe siècle. Et la Géorgie faisait partie de l'URSS jusqu'en 1991. Depuis, il y a un point de discorde principal qui concerne deux régions, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Vous vous souvenez, en 2008, elles furent le théâtre d'une guerre. La Géorgie se rapproche de l'OTAN en vue d'une adhésion. Le Kremlin envoie ses troupes pour, je cite, protéger les minorités séparatistes russophones. Bilan, après quelques jours, la Géorgie perd le contrôle de 20% de son territoire et le Kremlin y gagne un accès stratégique à cette bande côtière que vous voyez ici sur la mer Noire. Pourquoi je dis stratégique ? Parce que la Géorgie est au cœur d'un carrefour énergétique. Elle-même, elle est assez pauvre en hydrocarbures. Mais ce n'est pas le cas de ses voisins, notamment l'Azerbaïdjan. Et si vous voulez aller récupérer les hydrocarbures de l'Azerbaïdjan ici, et que vous voulez, mettons, ne pas passer par la Russie, ni par l'Iran, eh bien vous n'avez plus qu'un seul choix, c'est passer par la Géorgie. Mais d'un point de vue national, ça n'a pas réellement d'effet, car ce qui est important de savoir, c'est que l'économie de la Géorgie est extrêmement dépendante de la Russie. Donc, depuis 2012, le parti au pouvoir prône l'apaisement avec Moscou, cherche à rentrer dans l'Union européenne sans vraiment fâcher le Kremlin. Tbilissi a ainsi tardé à condamner l'invasion russe de l'Ukraine, alors que dans le même temps, de très nombreux Russes sont allés fuir en Géorgie en amenant des capitaux, en lançant des entreprises. Bilan, une augmentation du PIB géorgien et des inquiétudes que ces mouvements de population, peut-être, ne déstabilisent à terme le pays. Tornike Gordadze, vous l'avez souligné, jusqu'à récemment, la Géorgie n'était pas aussi dépendante de la Russie. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, a mené une politique d'équilibre entre Moscou et Bruxelles pendant des années. Pourquoi ce virage soudain en direction de la Russie ? Le gouvernement a essayé d'entretenir l'ambiguïté. C'est-à-dire, pour moi, c'est ce gouvernement, depuis 2012, voulait se rapprocher de la Russie. Mais quand vous avez une donnée fondamentale qui fait que 80% de la population est pro-européenne et s'oppose à la Russie, qui, encore une fois, je rappelle, occupe 20% du territoire du pays. Il y a entre 300 et 400 000 réfugiés, des déplacés de ces régions occupées par la Russie. Les Géorgiens se souviennent de ce qui s'est passé en 2008, ce qui s'est passé dans les années 90. Donc la majorité de la population géorgienne n'est pas pro-russe, contrairement à d'autres pays de la région, peut-être où les tensions sont beaucoup plus équilibrées. Ici, très clairement, on est pro-européen. Alors le gouvernement, s'il voulait essayer de s'imposer ou de gagner les élections, était obligé d'adopter le langage, le narratif. On est pro-européen, mais la seule chose qu'on veut, c'est d'apaiser nos relations avec la Russie. En 10 ans de pouvoir, ou en 12 ans de pouvoir maintenant, ils ont tout fait pour que le pays redevienne dépendant économiquement de la Russie. En 2005-2006, la Géorgie a rompu pas mal de relations économiques avec la Russie. Il y a eu l'embargo russe sur les produits agricoles géorgiens. Au point de vue énergétique, la Géorgie n'est plus du tout dépendante de la Russie. Elle importe son gaz de l'Azerbaïdjan, elle importe son pétrole aussi de l'Azerbaïdjan et de l'Asie centrale. La Géorgie s'était progressivement libérée de cette dépendance économique russe. Le Rêve géorgien, depuis le 2012, a tout fait pour que le pays redevienne dépendante économiquement de la Russie et aussi pour que les Géorgiens soient financièrement liés à la Russie. Aujourd'hui, avec les sanctions européennes et américaines contre la Russie, la Géorgie joue un rôle assez important pour la Russie, pour que la Russie puisse contourner ces sanctions. La Géorgie n'est pas le seul pays. L'Arménie, la Turquie, d'autres pays de la région. Mais la Géorgie, qui a l'ambition d'être le pays le plus pro-occidental de la région, aide indirectement la Russie à contourner ces sanctions. Un virage en tout cas que l'on observait déjà l'année dernière, lorsque le Parlement avait une première fois voté la loi sur l'influence étrangère avant de la retirer. Vous voyez l'extrait d'un reportage d'Elena Voloshin tourné à l'époque. La réelle menace pour notre pays est un complot dirigé contre nous, le plan d'une ukrainisation, d'une seconde ligne de front dans notre pays. Cet objectif des autorités ukrainiennes est réalisé en coordination avec la 5e colonne. Une 5e colonne, un ennemi intérieur qui voudrait déstabiliser le pays au profit de l'étranger. Mtavari est l'une des 3 chaînes de télévision d'opposition géorgienne et Ekak Vezitadze, sa présentatrice vedette. Son fondateur, le pro-européen Nika Gwaramiya, purge une peine de 3 ans et demi de prison pour une affaire d'abus de biens sociaux que la société civile géorgienne et des ONG internationales estiment politique. Il est un fervent opposant à Bidzina Ivanishvili, un oligarque qui a fait fortune et ses armes en politique en Russie. Premier ministre en 2012 et 2013, fondateur du parti Rêve géorgien, Ivanishvili dit avoir quitté la politique. Mais les Géorgiens le considèrent comme le dirigeant informel du pays.
Dès le début, le but d'Ivanishvili a été de se débarrasser des médias libres et critiques. Nika est une figure centrale dans les médias. Il était très influent. Son emprisonnement était un message très clair, comme quoi ce gouvernement faisait tout pour saboter notre voie vers l'Union européenne. Tornike, Gordadze, on l'a vu dans ce reportage, derrière ces tentatives de rapprochement avec Moscou, il y a un homme, Bidzina Ivanishvili, homme d'affaires, ancien Premier ministre, dirigeant dans l'ombre, disent certains. Quelle est l'étendue exacte de son pouvoir ? Je peux vous donner juste un chiffre. La fortune personnelle de M. Ivanishvili correspond à peu près à entre 35 et 40% du PIB annuel du pays. Cet homme contrôle entièrement le gouvernement. C'est beaucoup plus, pardonnez-moi, que ce qu'a été un Petro Poroshenko en Ukraine, par exemple, qui n'a pas gardé la main sur le pouvoir. Ça n'a rien à voir, parce qu'en Ukraine, déjà, il y a une multitude d'oligarques qui, entre eux, il y avait une compétition entre plusieurs groupes oligarchiques, ce qui faisait aussi qu'il y avait plusieurs groupes médias. Ça donnait, en quelque sorte, plus de pluralisme dans la vie politique ukrainienne. Là, en Géorgie, vous avez un homme qui domine totalement financièrement le paysage économique, et qui a, aujourd'hui, le gouvernement actuel est représenté des ministres qui ont été ses employés directs, les employés de ces nombreuses entreprises, sans parler des membres du Parlement qui lui vouent une loyauté personnelle. C'est M. Ivanishvili qui décide qui va entrer au Parlement, qui va être sur la liste du parti, qui va entrer au Parlement. Donc, je peux vous donner de nombreux exemples. Le ministre de l'Intérieur, c'est son ancien garde du corps. L'ancien procureur général, c'était son avocat personnel, etc. etc. Oui. L'ancien Premier ministre était également quelqu'un qui s'occupait de ses affaires privées. Donc, c'est un homme qui est extrêmement influent en Géorgie. Et le rapprochement avec la Russie, c'est de son registre. Cet homme a vécu en Russie pendant de nombreuses années. Il s'est enrichi là-bas et il a une vision du monde qui est vraiment calquée sur les narratifs russes. Il pense par exemple que la guerre en Ukraine en 2022 et la guerre en Géorgie en 2008 ont été provoquées par les Occidentaux. Il l'a dit le 29 avril dans son fameux discours. La thèse russe. On se souvient à propos de cette guerre précédente 2008 de Mikhail Saakashvili, contraint de céder sur la sécession de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, reconnue par Moscou. C'est cela que craint l'actuel pouvoir géorgien s'il s'opposait frontalement à la Russie. Alors, pas Ivanishvili, parce qu'on l'a compris lui-même, est convaincu, mais d'autres peut-être en Géorgie ? Non, ça fait partie de... Alors, le gouvernement actuel insiste beaucoup sur le registre de la paix. C'est comme en 1940, toutes choses étant égales par ailleurs en France, certains gouvernements français disaient qu'il ne fallait pas faire la guerre à l'Allemagne, sinon ça allait être une catastrophe. Donc le gouvernement géorgien agite la carte de 2008, donc la perte de 20% du territoire, agite la carte ukrainienne en disant « regardez ce qui se passe en Ukraine ». Donc nous ne voulons pas avoir la même chose et il faut s'entendre avec la Russie. Il souligne également, totalement de façon injustifiée, que les Occidentaux, les Européens et les Américains poussent la Géorgie à la guerre contre la Russie. Or, c'est absolument pas justifié et ça provoque... Enfin, ils essayent, en jouant cette carte, de faire diminuer la popularité de l'Union européenne et des États-Unis aux yeux de l'opinion géorgienne. Mikhail Saakashvili, on l'évoquait à l'instant, emprisonné aujourd'hui en Géorgie. Que lui reproche-t-on ? C'est un procès politique. Toutes les organisations de la défense des droits de l'homme l'ont souligné. On lui reproche l'abus du pouvoir. Il y a un certain nombre de cas de corruption qui ne sont absolument pas bien élaborés. Je veux dire, il a été emprisonné parce qu'il représentait le danger principal pour le régime actuel. Parce qu'il s'est élevé face à la Russie. Et aussi, c'est un geste de loyauté, encore une fois, vis-à-vis de la Russie. Cette loi également... En plus des préoccupations de la politique interne en Géorgie, c'est un signe d'allégeance vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine. Je rappelle juste une chose, alors que tous les Européens critiquent cette loi et demandent à ce qu'elle soit retirée, les dirigeants russes, à commencer par Lavrov, le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, ils ont tous félicité la Géorgie d'avoir adopté cette loi. Autant de raisons, en tout cas, qui attisent les tensions entre Tbilissi et Bruxelles, Alix Le Bourdon. On est encore stupéfait, ici à Bruxelles, de voir ce texte avancer au Parlement géorgien seulement 5 mois après l'obtention par la Géorgie du statut de candidat à l'Union européenne. Ce projet de loi est très similaire à une loi russe de 2012 visant à faire taire les voix critiques dans le pays. C'est donc un défi géopolitique pour l'Union européenne, mais aussi un défi interne. D'ailleurs, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a mis du temps, presque 24 heures, à réagir après l'approbation du texte en 3e lecture
candidature au Parlement géorgien. Et on est loin du communiqué à 27 qui avait initialement été envisagé et qui n'a pas pu voir le jour à cause de l'opposition de deux pays, la Hongrie et la Slovaquie, dont les premiers ministres affichent des positions favorables au Kremlin. Et puis surtout, cette déclaration ne fait pas mention de sanctions ou de conséquences sur le processus d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. Et même si des pays comme la Lituanie et la Croatie demandent à ce que des sanctions soient prises contre Tbilissi, il semble compliqué pour le moment d'en prendre puisque l'Union européenne n'a jamais pris de telles sanctions contre la Serbie ou la Bosnie-Herzégovine, deux autres pays candidats à l'Union européenne dans lesquels les principes démocratiques se sont également dégradés les dernières années. En tout cas, le sujet devrait être débattu le 27 mai ici à Bruxelles lors du prochain Conseil Affaires étrangères. Tornike Gordadze, aujourd'hui, la Géorgie est toujours candidate à l'adhésion à l'Union européenne. L'Union européenne a octroyé le statut de candidat à la Géorgie en décembre 2023 et c'était une décision principalement géopolitique. L'Union européenne a tenu compte de cette mobilisation pro-européenne de la population géorgienne. Je disais tout à l'heure que plus de 80% de la population géorgienne est pro-européenne et souhaite le rapprochement avec l'Union européenne. Le gouvernement n'était absolument pas prêt, ou en tout cas n'adoptait pas les recommandations de l'Union européenne, mais l'Union européenne a pris une décision géopolitique. Dans le contexte de guerre avec l'Ukraine, ils ont compris l'importance géopolitique de la Géorgie pour toute cette région. Et donc, c'était un geste d'ouverture envers la Géorgie. Et cette ouverture était accompagnée d'un certain nombre de conditions, notamment d'abord 12 conditions qui ont été réduites à 9 conditions que le gouvernement géorgien devait adopter, satisfaire pour commencer les négociations. Or, le gouvernement géorgien a fait exactement l'inverse. On ne parle même plus maintenant de ces 9 réformes à faire. Maintenant, tout le monde demande à la Géorgie de retirer cette loi qui est en totale contradiction avec, encore une fois, avec ce processus d'intégration à l'Union européenne. L'accord d'association avec l'Union européenne lui-même est menacé aujourd'hui ? J'espère que non, parce que c'est quelque chose qui a été... l'accord d'association a été négocié. Moi, j'étais le principal négociateur de la part de la Géorgie. Ça a été négocié entre 2010 et 2012. Il y a aussi l'accord de libre-échange qui est appliqué. Non, ce n'est pas menacé, je ne pense pas, mais par contre, le processus d'adhésion peut être complètement gelé. Et j'espère qu'il n'y aura pas de retour par rapport à la libre circulation, sauf si le gouvernement géorgien devient extrêmement répressif. Il y a des signes avant-coureurs. J'espère que ça ne va pas dégénérer davantage. Oui, il peut y avoir le retour par rapport à cela. Mais encore une fois, l'Union européenne ne voudrait pas punir le peuple géorgien et de ne pas s'aliéner cette population fondamentalement pro-occidentale. Entre Moscou et Tbilissi, la relation a toujours été complexe, faite d'amour. Staline lui-même n'était-il pas géorgien, mais aussi de défiance. Illustration avec le reportage qui suit, il date de 1989. Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Tbilissi, des images rares, elles ont été tournées par un amateur, mais en novembre dernier. Après les sanglantes manifestations du week-end, au minimum 16 morts et 100 blessés, un document qui témoigne de l'extraordinaire bouillonnement nationaliste en République soviétique de Géorgie, 5 millions d'habitants. C'est un mouvement qui a commencé en 1978 pour les manifestations pour la défense de la langue géorgienne et qui, depuis environ 6 mois, prennent un tour clairement nationaliste et indépendantiste. Et ces mouvements sont en train de croître progressivement. Il y a eu les manifestations du 25 février de cette année. Et je crois que la prochaine date extrêmement importante et que le pouvoir soviétique doit absolument empêcher, c'est les manifestations qui sont prévues pour le 26 mai, qui est la fête de l'indépendance géorgienne. Officiellement, samedi soir, les troupes spéciales du ministère de l'Intérieur n'avaient reçu aucun ordre de charger. Reste que les militaires ont foncé à coups de barre de fer sur des manifestants qui refusaient de se disperser. À l'origine de la flambée, la colère des nationalistes géorgiens face aux exigences de deux minorités réclamant leur propre autonomie vis-à-vis de la Géorgie elle-même. Réplique des nationalistes, ces troubles sont fomentés par des conservateurs à Moscou pour discréditer notre République. L'indépendance de la Géorgie est donc plus que jamais nécessaire. Tornike Gordadze, on a le souvenir d'une république très intégrée à l'Union soviétique, à l'image de Staline, on l'a dit, mais aussi d'Edouard Shevardnadze, qui a été le dernier ministre des Affaires étrangères de Mikhaïl Gorbatchev sous la perestroïka et premier président de la Géorgie indépendante. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Même la figure de Staline est une figure de renégat dans l'histoire de la Géorgie. Les 95% des Géorgiens considèrent que Staline était un homme
politique et leader de l'Union soviétique. À la limite, il a plutôt porté les chaussures des tsars russes. Sa présidence de l'Union soviétique est marquée par des répressions extrêmement violentes en Géorgie. Il a été beaucoup plus violent dans les répressions en Géorgie que dans certaines autres républiques de l'Union soviétique. Oui, Édouard Shevardnadze, c'était un dirigeant soviétique qui a été ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Alors lui, il était plutôt dans le camp de Gorbatchev, donc plutôt parmi les démocrates. Et lorsqu'il est redevenu président de la Géorgie en 1993, et il a dû quitter le pouvoir en 2003, en 2003. Je vais y arriver. Ouais. En 2003, il s'est retiré de façon pacifique. Et ça, c'est la principale différence avec la direction actuelle, qui refuse, qui s'obstine, qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Shevardnadze, quand il a compris que son heure était arrivée, il s'est retiré pacifiquement et il a joué un rôle positif finalement dans cette transition démocratique. On voit dans ce reportage le témoignage de Levan Zourabichvili. C'est le frère de l'actuelle présidente Salomé Zourabichvili qui présidait alors l'Association des Géorgiens de France. Le fait qu'elle-même soit née en France, nationalité française, ça nous crée à nous une obligation. Il y a aujourd'hui une responsabilité aussi française à s'intéresser à ce qui se passe là-bas. La France a des liens historiques avec la Géorgie. Lorsque la première république géorgienne a été occupée par les bolcheviks en 1921, donc la première indépendance a été supprimée par les bolcheviks, tout le gouvernement géorgien et beaucoup d'hommes politiques géorgiens ont immigré en France. Et il y avait un gouvernement en exil qui a opéré en France, notamment dans la région parisienne, dans l'Essonne, qui a existé jusqu'à les années 50. Oui. Aujourd'hui, Mme Zourabichvili a eu la nationalité française. L'actuel, l'homme fort du pays, M. Ivanishvili, a également le passeport français. Donc la France a beaucoup de cartes en main. Merci beaucoup, Tornike Gordadze, d'avoir été avec nous. Le Monde dans tous ses états, c'est terminé, mais vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, notre site internet, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.